parce que c'est toujours comme ça. S'il n'y a pas de village juif, s'il n'y a pas de présence quotidienne de l'armée israélienne, les terroristes arrivent immédiatement. Cela veut dire, et c'est une grande discussion que nous avons en Israël, que si nous voulons probablement s'assurer qu'à Gaza, à l'avenir, il n'y ait pas de nouveau des terroristes, il faudra probablement se réinstaller, vivre dans la bande de Gaza avec une grande implantation massive. C'est ça qui pourra permettre la sécurité. Sinon, la bande de Gaza redeviendra tôt ou tard un nouveau nid de terroristes. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel et Purim Sameach. Et Purim Sameach, effectivement, on se souhaite Purim Sameach. Nous sommes à Jérusalem. À Jérusalem, vous le savez, on va célébrer Purim avec 24 heures de décalage. Et bien entendu, tout le monde se pose la question. C'est une question qui est récurrente et on en parlera tout à l'heure aussi avec le Rav Ben Ishai. Comment célébrer Purim alors que, on va dire, quelque part, le cœur n'y est pas. On a bien entendu, on s'identifie avec tout ce qui se passe actuellement. On a entendu la mort de 2 soldats israéliens durant les 48 dernières heures. La guerre continue dans la bande de Gaza, également dans le nord d'Israël, la tension en Judée-Samarie. Comment on doit célébrer, à votre avis, Yom Tov, cette fête de Purim? Bah écoutez, Daniel, vous posez une problématique qui est évidente malheureusement cette année. Purim est une fête, j'ai envie de dire, du summum de la joie, où évidemment on se doit d'être joyeux, où on fait un grand festin, on boit du vin, et donc ceci peut être un peu en contradiction avec la période très difficile que nous vivons ces derniers mois, où nous sommes en guerre, où nos soldats tombent quasi quotidiennement, comme vous l'avez signalé. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, c'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire du peuple juif, que nous vivons des périodes difficiles, et nous savons que même dans les périodes les plus sombres de notre histoire, nous avons continué à fêter nos fêtes du calendrier juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, y compris pendant d'autres périodes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui était écrit dans la Haftara que nous avons lu hier, qui est la Haftara du Shabbat Zachor qu'on lit donc juste avant Purim, où nous avons cette promesse divine que l'éternité d'Israël ne se démentira point, Netzach Israël lo yeshaker, c'est-à-dire que le peuple juif a une promesse d'éternité. Nous savons que dans toutes les générations se lèvera un peuple pour nous taper dessus, pour nous frapper. On me dit malenu lechalotenu, et que en fin de compte, la fin de l'histoire sera que le peuple juif l'emportera. Dans toute l'histoire, ça a été prouvé, et cette fois-ci aussi, c'est nous qui gagnerons en fin de compte, car nous sommes un peuple d'éternité, et à nous de continuer le cours de l'histoire et peut-être à apprendre les leçons de l'histoire. Vous savez, c'est dans cette même Haftara que j'ai citée, qui nous parle donc de l'éternité d'Israël. Il y a un événement un petit peu malheureux, qui est que le roi Shaoul a eu de la peine pour le chef ennemi Agag, qui était le roi donc d'Amalek, et qu'il ne l'a pas mis à mort, il ne l'a pas éliminé. On dit que le peuple aussi avait eu de la peine pour ce roi, et de ce Agag est sorti Aman, de triste mémoire, et s'il avait été tué à temps, Aman ne serait pas né. Alors justement, il n'y aurait pas eu encore une extermination, une tentative d'extermination juste après. Cela voudrait dire, vous savez, on dit d'apprendre des actes de nos ancêtres, et de ne pas refaire cette erreur, c'est-à-dire de ne pas laisser le moindre Agag, de ne pas laisser le moindre descendant ou potentiel descendant d'Amalek sur place lorsque nous sommes en guerre, d'aller jusqu'au bout. Alors justement, effectivement, cette Haftara, on pourrait la calquer sur la réalité d'aujourd'hui, mais si on voulait la calquer effectivement jusqu'au bout, eh bien, on peut dire que celui qui était au pouvoir, le roi de Shaoul, eh bien, a perdu le pouvoir parce qu'il a fait montre de trop on va dire, de miséricorde envers, même pas obligatoirement Agag, mais même le troupeau d'Agag, les troupeaux d'Agag. Et donc, quelque part, on peut se poser la question, est-ce que, si on allait jusqu'au bout de cette comparaison, finalement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et là je parle à l'homme politique, est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment que quelque part, on est un peu trop complaisant, miséricordieux envers les civils palestiniens dans la bande de Gaza, que dans le contexte actuel, eh bien, il n'y a pas de personnes, de civils qui ne sont pas impliqués. Quelque part, la population palestinienne, elle est
elle a d'une certaine manière une forme de responsabilité aussi, parce qu'elle a laissé le Hamas se développer, parce que finalement elle a même été complice apparemment d'actes atroces le 7 octobre. Comment on fait pour par ailleurs pour se conduire face à cette population civile, surtout lorsqu'il y a aussi les pressions de la communauté internationale comme on le voit aujourd'hui? Bah oui, c'est une question, vous avez raison, Daniel. Bah, c'est une question de leadership, c'est-à-dire que vous avez évoqué Shaoul. Shaoul a perdu la royauté parce qu'il n'a pas su être un vrai leader sur ce point-là. Parce qu'il faut savoir qu'apparemment, lui, paradoxalement, il avait la pression du peuple qui lui disait donc d'avoir de la peine pour Agag et pour les troupeaux. Et parfois, le leadership, c'est savoir se tenir, parfois presque seul face à tous pour prendre les bonnes décisions. Et dans notre cas, si on calque cet exemple, ça voudrait dire que le cabinet de guerre qui mène la guerre aujourd'hui doit être prêt à être seul face à tous, pas seulement en interne, mais peut-être même en externe, c'est-à-dire l'opinion publique mondiale, ça veut dire les pressions américaines, ça veut dire l'ONU et la communauté internationale pour prendre les bonnes décisions. Ils savent quelles sont les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est d'en venir à bout avec le Hamas, avec les terroristes palestiniens en toutes sortes. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse par rapport à la population civile, soi-disant civile de Gaza. Il y a encore une étude d'opinion qui a été publiée il y a quelques jours qui prouve que les Palestiniens, aussi bien à Gaza qu'en Judée-Samarie, jusqu'à présent soutiennent à 70-80% les pogroms horribles du 7 octobre. Donc on voit bien que c'est une population complètement nazifiée, complètement radicalisée, et qu'il faut donc déradicaliser, dénazifier, et il faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça, être un leader, c'est savoir parfois prendre des décisions, être seul contre tous. Et je me rappelle souvent de Menachem Begin, Zichrono Livracha, premier ministre israélien, qui a bombardé aux Irak la centrale nucléaire irakienne. Lorsqu'il a fait ça, il avait évidemment à l'époque l'opposition qui était contre, c'était Shimon Peres qui était chef de l'opposition à l'époque, les Américains qui étaient contre. Il était dans une période où lui-même était en mauvaise santé, avec des problèmes cardiaques. C'est un homme qui était affaibli physiquement, peut-être remis en cause de toutes parts en interne et en externe, mais qui a pris la bonne décision pour la sécurité d'Israël et pour l'avenir d'Israël. Et j'espère que les leaders actuels, ceux qui se siègent au cabinet de guerre, qui je trouve personnellement qui est pas forcément très équilibré, c'est un cabinet de guerre plutôt porté vers le centre, il faudrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi, parce que nous savons que nous avons un problème au niveau de l'opinion publique, c'est toujours limité dans le temps, et pour aller jusqu'au bout et ne pas laisser une moindre poche, un peu comme Agag, que Rafah ne soit pas comme Agag, qu'on laisse une petite poche de terroristes dans Gaza, et à cause de pression internationale, et après nous regretterons cela à l'avenir, parce que de cette poche se redéveloppera ce cancer qu'est le terrorisme palestinien et l'islamisme qui frappe partout, comme nous l'avons vu encore à Moscou ce week-end. Alors, puisqu'on est dans la Haftara, on va continuer sur la Haftara, mais Shaoul, le roi Saül, lui, d'une certaine manière, a fauté, mais il a eu, on va dire, le courage de reconnaître ses fautes. Lorsqu'il parle avec Shmuel, il reconnaît ses fautes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être ici une forme de problématique de par la responsabilité, de la volonté, le refus de la direction actuelle de reconnaître ses erreurs, d'essayer de donner le sentiment qu'il ne se trompe jamais. Finalement, quelque part, un leader, c'est aussi un homme qui peut se tromper parfois. Oui, clairement. Je pense que reconnaître ses erreurs, c'est important, et ne pas essayer, comme toujours, de trouver une parade parce qu'on a des talents de communicants, et de prendre j'ai envie de dire le keshev, que l'attention publique, et de la déplacer vers autre chose pour ne pas parler de ses propres problématiques, et à tous les niveaux, je crois, pas forcément qu'à l'échelle du Premier ministre ou du ministre de la Défense. Je crois que c'est vrai pour le chef d'état-major, je crois que c'est vrai pour les hauts gradés de l'armée, parce que c'est un échec colossal. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé le 7 octobre, savoir que
on a une armée qui est très forte avec des gens qui sont très bien entraînés, avec des soldats très bien entraînés, mais il y a une erreur ici à l'échelle, on va dire, de la direction de l'armée, de la prise en compte des menaces, de l'application vous savez, c'est pas à l'échelle du simple soldat ou j'ai envie de dire du simple commandant de bataillon, c'est beaucoup plus élevé, vraiment à l'échelle du Matkal, il faut se remettre en cause et évidemment à l'échelle politique, à l'échelle des dirigeants, une vraie remise en cause. Il va falloir il y a un sondage qui dit que 92% des Israéliens veulent une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre. J'espère qu'elle aura lieu et qu'elle sera faite sérieusement et qu'à la fin de cette commission, le peuple d'Israël pourra prendre les données qui sortiront et agir comme dans toute démocratie, en conséquence, après de tels événements. Sérieusement, et peut-être rapidement aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, si on se rappelle, il y a 50 ans, puisqu'on compare souvent la réalité actuelle à celle de la guerre de Kippour, la commission d'enquête, à l'époque, à Granat, avait publié ses conclusions très rapidement, en quelques semaines, alors que, par exemple, il a fallu plusieurs années à la commission de Meron pour établir les formes de responsabilité. C'est-à-dire, là aussi, il faudra agir plus rapidement. Oui, clairement. Golda Meir a perdu son poste de Premier ministre quelques mois après la guerre de Kippour. Et pas que elle, puisque à l'époque aussi, c'était toute... C'était l'état-major. Malheureusement, les événements se répètent, mais c'était ce qu'on appelle la Tsameret, tout l'état-major. J'ai oublié le mot en français, les élites du pays qui ont été remis en cause. Et même quelques années après, ça a été le fameux Mahapar, puisque la droite est arrivée au pouvoir quelques années après, probablement comme suite des événements de la guerre de Kippour et de l'échec à l'époque du gouvernement de Golda Meir. Alors justement, je voudrais avoir votre appréciation. D'abord, essayez de comprendre un peu, bien que vous ne soyez pas un expert en matière militaire, mais vous pouvez peut-être mieux comprendre que nous ce qui se passe. Dans la bande de Gaza, on avait l'impression que les nids terroristes, les repères terroristes avaient été nettoyés, puis depuis une semaine, on voit que finalement, l'hôpital Shifa, que l'on croyait, on va dire, nettoyé de tout terroriste, eh bien, était occupé par au moins 1 millier de terroristes que l'armée israélienne arrête et élimine. Comment vous expliquez cela ? Ce que j'explique, c'est que vous savez souvent ces discussions avec des collègues plutôt de l'aile gauche à la Knesset sur la question de qu'est-ce que ça veut dire au niveau sécuritaire de tenir un territoire. J'étais membre de la commission de la sécurité et des affaires étrangères. On avait souvent ces discussions. Moi, j'ai toujours appuyé la position comme quoi seule la présence physique, c'est-à-dire la Hitiyashvut, la présence de villages juifs, la présence de civils israéliens permet la sécurité dans une zone. Dès qu'on se retire d'une zone, ça a été prouvé malheureusement partout, dès qu'on s'est retiré d'une zone, militairement et civilement, les terroristes reviennent automatiquement. À l'époque, j'avais ces discussions avec des députés de gauche concernant le nord de la Samarie. Vous savez, quand il y a eu le retrait de 2005, Sharon n'a pas seulement démantelé les implantations juives de la bande de Gaza, il a aussi il est sorti du nord de la Samarie où il y avait 4 villages juifs. Et cette région du nord de la Samarie, donc de Jenin, est devenue un nid de terroristes. Parce que c'est toujours comme ça. S'il n'y a pas de village juif, s'il n'y a pas de présence quotidienne de l'armée israélienne, les terroristes arrivent immédiatement. Cela veut dire, et c'est une grande discussion que nous avons en Israël, que si nous voulons probablement s'assurer qu'à Gaza, à l'avenir, il n'y ait pas de nouveau des terroristes, il faudra probablement se réinstaller, vivre dans la bande de Gaza avec une grande implantation massive. C'est ça qui pourra permettre la sécurité, sinon la bande de Gaza redeviendra tôt ou tard un nouveau nid de terroristes. C'est une population là-bas qui est depuis toujours extrêmement radicalisée, qui se considère comme des réfugiés. Vous savez, les gens de la bande de Gaza considèrent qu'ils doivent revenir à Jaffa, à Akko, à Lod. Ils sont tous inscrits à l'UNRWA comme étant des réfugiés et on ne pourra pas y arriver si on n'a pas une présence physique sur place. Et je vois que ça commence. J'ai vu des images, par exemple, de ce nouveau couloir qui sont refaits à Netzarim. On recommence à faire des préfabriqués qui ont été construits probablement pour une base militaire. Je crois nous n'avons pas d'autre choix que d'être présents physiquement
partout dans la bande de Gaza pour empêcher que les terroristes de nouveau se remettent à vouloir nous attaquer. Alors je vais prendre un petit peu de recul par rapport à l'actualité sécuritaire, parler un peu politique. Hein. C'est la première fois qu'on se parle depuis que Gideon Sa'ar a décidé de divorcer de son ami Benny Gantz. Et on a le sentiment que Gideon Sa'ar voudrait être une sorte de leader de la droite, d'une droite modérée, alternative, qui remplacerait le Likoud. C'est une droite dans laquelle vous pourriez vous retrouver, ou même, on va dire, une partie de l'électorat de Naftali Bennett, du sionisme religieux modéré, pourrait fusionner avec un parti comme le Parti Nouvel Espoir? Écoutez, en temps réel, lorsque nous étions au gouvernement, nous avons gouverné ensemble avec Gideon Sa'ar et le parti, donc à l'époque c'était Tikva Hadasha, et nous travaillions très bien ensemble à l'époque, puisque nous étions l'aile droite de cette coalition d'union nationale qu'il y avait eu à l'époque, il est évident qu'au niveau idéologique, les écarts ne sont pas grands. Nous étions d'accord sur une grande partie des points, tant sur la construction d'implantations en Judée-Samarie, sur le fait de mener une politique sécuritaire plus offensive. Vous avez vu, il a mis un aigle comme symbole de son parti. Je pense que c'est pas pour rien, puisque l'aigle en Israël est souvent considéré, le Netz, comme étant celui qui est, on va dire, plus vif dans les réactions sécuritaires et qui va plus loin au niveau de la guerre. Donc je pense que sur ça, c'est clair que il y a un public qui se reconnaît dans cette ligne, qui est une ligne qui se veut déterminée au niveau sécuritaire, une ligne de la terre d'Israël dans son intégralité, et qui est pas forcément, on va dire, adepte en tout cas de la personne qui est à la tête du Likoud d'aujourd'hui, qui est Binyamin Netanyahou. Je crois qu'il y a un public qui existe. C'est le public qui avait voté par le passé Yamina, qui avait voté par le passé Tikva Hadasha. Ensemble, c'était 13 mandats, si vous vous souvenez. Et je crois que ce public n'a pas disparu, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, et donc je crois qu'au niveau politique, évidemment, Gideon Sa'ar mène ici une initiative qui portera probablement ses fruits, et qui est probablement d'ores et déjà basée sur des enquêtes d'opinion, sur des sondages, sur quelque chose de vrai qui existe dans l'opinion israélienne. Personnellement, je pense que c'est positif. J'espère en tout cas qu'il puisse rentrer au cabinet de guerre, peut-être même Lieberman aussi, pour le tirer plus vers la droite, puisque comme je l'ai dit précédemment, je trouve que le cabinet de guerre actuel est peut-être sous des pressions américaines, je sais pas, mais plus porté vers le centre et pas assez déterminé sur la droite, sur ce fameux le côté net, le côté d'aigle qui va plus loin, plus fort, et même plus vite dans l'offensive face à nos ennemis. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, cette journée particulière de Purim, hein, dans tout Israël, sauf à Jérusalem. Bien entendu, merci nous avoir fait partager vos réflexions à ce sujet, au sujet bien entendu de la situation sécuritaire et politique. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de Purim pour les habitants de Jérusalem également à vous. Merci, à bientôt. Merci Daniel, pour vous aussi, et bonne fête de Purim à tout le peuple d'Israël.